Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre labo. Je suis Anselme, médiateur scientifique de l'association Les Petits Débrouillards et aujourd'hui, nous allons découvrir certaines propriétés des sols grâce à des expériences. Bonjour, moi c'est Émilie, je fais également partie de l'association et je vais suivre avec vous les expériences proposées par Anselme. Bonjour, je suis Lombricus terrestris, mais vous pouvez m'appeler ver de terre commun. Et comme je vis dans le sol, je vais pouvoir vous donner un regard d'expert sur la question. Je suis curieuse, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir sur les sols? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme nous l'avons vu dans notre première vidéo, nous allons parler de la vie des sols. Mais avant tout, posons-nous la bonne question. À ton avis, qu'est-ce qu'un sol? Le sol, c'est sur quoi on marche? En effet, le sol se situe entre nos pieds et la roche-mère. Pour les experts, c'est la couche superficielle de la croûte terrestre. Il est composé de minéraux, c'est-à-dire d'argile, de sable ou de débris de roche, mais aussi de matière organique, autrement dit vivante. La particularité du sol, c'est bien la partie vivante qui le compose. On y trouve les racines des plantes et des milliards d'autres êtres vivants, comme des vers de terre, des taupes, des bactéries, des colamboles ou encore des champignons, mais aussi des êtres vivants en décomposition, des végétaux comme le bois mort et les dépouilles d'animaux. C'est la partie organique du sol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vie dans un sol. Et oui, on trouve dans une cuillère à café plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur la Terre. Et le sol est très fragile. Il faut entre 200 et plusieurs milliers d'années pour en fabriquer 1 centimètre d'épaisseur. En effet, chaque sol et la vie qu'il abrite est très différent, notamment en fonction de sa localisation sur la Terre. Et pour vous montrer cette diversité, nous allons travailler avec 3 types de sols différents. Un organique, un argileux et un sableux. Nous allons maintenant mettre en avant leur activité biologique. Dans notre première vidéo, nous avons démontré que les sols contiennent de l'eau et de l'air en leur sein. Petit rappel, l'air et l'eau présents dans les sols permettent la vie en leur sein. C'est grâce à cette activité biologique que les sols, eux, peuvent se renouveler et donc peuvent continuer à être un lieu d'accueil des êtres vivants. La production de notre alimentation vient de ces sols. Les préserver est donc essentiel. Avec l'intensification des activités humaines, les sols pouvant accueillir la vie sont dégradés et se raréfient. Il faut donc mieux les comprendre pour prendre soin de cette ressource. Les sols ont plus ou moins la capacité d'assimiler des éléments contenus dans l'eau et dans l'air. Ces éléments peuvent avoir des conséquences importantes sur les sols et la vie qu'ils contiennent. Le but des expériences qui vont suivre est de mettre en avant cette capacité d'assimilation. Commençons par la première étape. Nous avons vu que les sols sont les lieux d'accueil de très nombreux végétaux, dont la croissance de chacun nécessite des conditions particulières. Ces végétaux se sont donc adaptés à la nature des sols au sein desquels ils évoluent. Ainsi, ceux ayant un fort besoin en eau vont pousser dans des sols très humides, donc contenant beaucoup d'eau. Cette capacité des sols à contenir plus ou moins d'eau s'appelle la rétention. Et pour le mettre en évidence, nous allons avoir besoin de nos échantillons, de récipients, d'entonnoirs, de papier filtre, d'eau et de paille. Émilie, est-ce que tu as une idée de comment nous allons procéder? Je suppose que l'on va verser de l'eau sur les sols et qu'on va voir comment ils la retiennent. Et penses-tu qu'ils ne retiennent que l'eau? Je suppose qu'ils retiennent également les éléments contenus dans l'eau. Très bien. C'est ce que nous allons essayer de montrer dans ces différentes expériences. Commençons par créer une eau contenant du CO2, un gaz à effet de serre principalement produit et rejeté dans l'atmosphère par certaines industries et certains véhicules. Mais pas besoin de nous pencher sur un pot d'échappement pour en récupérer, car à moindre échelle, nous rejetons également du CO2 par expiration, comme d'autres animaux. Ah oui, donc si on souffle dans l'eau, ça va suffire. En effet, c'est parti? Go! Ok, maintenant que notre eau est chargée en CO2, on va la verser sur nos échantillons et récupérer dans les récipients ce que les sols ne retiennent pas. Mais comment être sûr qu'il y a bien du CO2 dans cette eau? On va garder ce qu'on appelle un échantillon témoin. On verra ça plus tard. La première étape est terminée. Je te le rappelle, Émilie, la finalité de nos expériences est de mettre en avant la capacité d'assimilation des éléments par les sols. Donc, première étape, nous avons mis en contact nos différents sols avec l'eau chargée en CO2. Exactement.
À présent, mettons nos échantillons de côté et passons à la deuxième étape. Dans cette deuxième expérience, nous allons créer un outil pour vérifier que nous avons bien chargé notre eau en CO2. Et pour cela, nous allons utiliser un légume très pratique, le chou rouge. Ah bon? Et oui, et plus précisément le jus de chou rouge. En effet, grâce à ses pigments faisant partie de la famille des anthocyanes, le chou rouge est un bioindicateur d'acidité. Ainsi, le jus du chou rouge va réagir chimiquement en fonction de l'acidité de la substance à laquelle il est exposé. Les anthocyanes sont présents dans bien d'autres végétaux. C'est notamment le cas des hortensias, très répandus dans les jardins ou sur les balcons. Exactement, mais revenons à la fabrication de notre outil. Pour obtenir ce jus, nous allons faire infuser des feuilles de chou rouge dans de l'eau chaude. Comme l'a dit notre experte, le jus de chou rouge réagit différemment en fonction des substances auxquelles il est exposé. Ici, nous aurons notre échantillon de référence, c'est-à-dire de l'eau et du chou rouge. Dans les autres tubes à essai, nous allons faire réagir le jus de chou rouge à différentes substances que l'on peut se procurer facilement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire du jus de citron, du bicarbonate, du vinaigre, de la soude, de la lessive et de l'acide citrique. Émilie, est-ce que tu connais certaines de ces substances ou au moins est-ce que tu peux faire le lien avec la notion d'acidité? Oui. Le vinaigre, le citron, eux sont acides. Hein. Exactement. On commence? Très bien. Maintenant, en regardant les échantillons de citron et de vinaigre, quel autre point commun vois-tu, mis à part leur acidité commune? Ils tirent tous les deux vers le rose. Hein. Exactement. Et maintenant, comment classerais-tu les différents tubes à essai sur leur portoir? Allons-y. Parfait. C'est en effet selon les couleurs qu'il fallait classer les tubes. Ce que vous voyez est une échelle d'étalonnage. Ici, les mélanges les plus acides tendent vers le rouge. À l'opposé, les mélanges les plus basiques tendent vers le jaune. Et au milieu, nous avons l'exemple d'un mélange neutre. Reprenons maintenant notre eau chargée en CO2, notre fameux échantillon témoin de la première expérience. Si nous la faisons réagir avec notre jus de chou rouge, nous pourrons la placer sur notre échelle d'étalonnage en fonction de sa couleur. Nous voyons que le jus de chou rouge, mélangé à de l'eau contenant du CO2, est devenu violet. Émilie, où placerais-tu du coup cet échantillon sur ton échelle d'étalonnage? Je la mettrai ici. Très bien. Nous venons donc de montrer qu'en fait le CO2 est une substance relativement acide. Ok. Donc, on vient de montrer que nous avons bien introduit du CO2 dans l'eau. Et avec l'échelle d'étalonnage que nous avons fabriquée, nous avons appris que le CO2 est acide. Exactement. Et maintenant, dernière étape. Revenons aux échantillons de sol de notre première expérience. Suite à l'écoulement de l'eau, nous pouvons observer, en comparant les différents volumes d'eau récupérés dans nos récipients, que les sols ont bien une capacité de rétention différente. Nous pouvons par exemple voir qu'un sol argileux a une capacité de rétention bien plus importante qu'un sol sableux. Troisième et dernière expérience. Ce que nous allons maintenant tester, c'est leur capacité de filtration, c'est-à-dire leur capacité à assimiler des éléments présents dans l'eau à laquelle ils ont été exposés. Et pour cela, nous allons les faire réagir avec le jus de chou rouge. Donc celui-ci, c'est l'organique. Celui-ci, c'est l'argileux. Et le dernier, le sableux. Plaçons maintenant nos différents échantillons sur notre échelle d'étalonnage et comparons. Parfait, comparons.
On a donc ici montré que les sols ont une capacité différente de filtration des éléments extérieurs. Ils ont plus ou moins assimilé le CO2 contenu dans l'eau à laquelle ils ont été exposés. Les eaux filtrées sont donc plus ou moins chargées de cet élément. Si l'eau est riche en CO2, ça veut dire que le sol a peu assimilé cet élément. En revanche, si l'eau est pauvre en CO2, ça veut dire que le sol a davantage assimilé le gaz et qu'il s'est donc acidifié. En effet, tout à l'heure, nous avions montré que le CO2 est une substance acide. De très nombreux sols en France sont naturellement acides. Les êtres vivants qui y vivent sont donc adaptés à ces milieux de vie. Par exemple, à l'instar du chou rouge, les hortensias changent de couleur en fonction de l'acidité des sols. Elles deviennent bleues dans un milieu acide et roses dans un milieu basique. Si certains sols sont naturellement acides, d'autres le deviennent en raison de diverses activités humaines. C'est ce que l'on appelle un phénomène d'acidification artificielle. Ce phénomène modifie alors très rapidement les sols, ce qui met en danger les êtres vivants qui s'y développent car ils n'ont pas le temps de s'adapter à ces changements trop rapides. Un sol qui perd sa biodiversité est un sol qui perd sa capacité à se renouveler et donc sa fertilité. Prenons-en soin. Pour résumer, qu'avons-nous appris, Émilie ? Eh bien, nous avons appris que la circulation de l'eau et de l'air dans les sols est indispensable à la biodiversité qui y habite. Et sans cette biodiversité, les sols ne peuvent pas se renouveler. Pour conserver l'eau, on a vu que les sols détiennent une capacité de rétention. Mais nous avons constaté que selon le type de sol, cette capacité est plus ou moins importante et permet donc de conserver plus ou moins bien l'eau. Enfin, grâce à une échelle d'étalonnage, nous avons pu observer qu'un sol peut assimiler un élément acide contenu dans une eau à laquelle il est exposé. En grande quantité, cela peut influencer négativement la vie qui y est présente. Et cette dégradation fait perdre au sol leur capacité à se renouveler et donc par la suite leur fertilité. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris tout en passant un agréable moment. Cette vidéo est une collaboration entre l'association Les Petits Débrouillards Île-de-France et l'ADEME. Et nous remercions le Forum international de la météo et du climat d'accueillir sa diffusion sur son événement numérique. Salut! au revoir. Si vous voulez en savoir plus sur la vie des sols, nous vous invitons à consulter les ressources de l'ADEME et à vous renseigner sur les outils pédagogiques des Petits Débrouillards.